Parler de Platon est en soi compliqué. Il faut reconnaître que ce philosophe grec, fondateur de la pensée occidentale, possède aussi une certaine étrangeté. Les choses ne cessent de se compliquer si l'on tient compte du fait que Platon fut aussi l'architecte de l'un des mystères les plus durables de l'histoire de l'humanité, l'Atlantide. Certains affirment qu'elle fut citée plus tôt, mais la référence la plus célèbre à cette île perdue figure dans les dialogues du Timée et du Critias, rédigés vers 360 avant Jésus-Christ. Jésus-Christ par le disciple le plus célèbre de Socrate. Dans ces dialogues, Platon fait tenir à ses personnages une conversation apparemment académique, mais aux conséquences inattendues. Critias raconte comment son ancêtre Solon, le sage, s'est rendu des siècles plus tôt en Égypte, terre des grandes pyramides et des dieux à tête d'animal. Là-bas, les prêtres du temple de Neit, dans la ville de Saïs, lui auraient révélé un secret jalousement gardé dans leurs archives millénaires. Il y a plus de 9000 ans, au-delà des colonnes d'Hercule, existait une île gigantesque. Une terre fertile, riche en ressources naturelles et habitée par des êtres aussi puissants que sophistiqués. Ils auraient atteint une évolution au-delà de tout ce que les peuples de cette époque pouvaient imaginer. Mais ne brûlons pas les étapes. Dès le début, le monde s'est scindé en deux. Pour certains, l'histoire était un exemple brillant de la façon dont Platon utilisait la narration pour illustrer ses idées philosophiques. L'Atlantide, pensait-il, était un avertissement sous forme d'allégorie. Mais pour d'autres, le récit cachait et cache encore autre chose. Un souvenir peut-être déformé d'une catastrophe réelle ou la preuve que l'histoire, telle que nous la connaissons, est une fraude. Cela n'a pas aidé à calmer les eaux du débat que ce que Platon a raconté sur l'Atlantide soit resté de façon suggestive, inachevée. Une partie de ses écrits a-t-elle été perdue? Y a-t-il encore une partie cachée de toute cette affaire? Et ces questions ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Quoi qu'il en soit, ce qui est tenait comme une anecdote philosophique lors d'une conversation entre sophistes est devenu l'une des plus grandes énigmes archéologiques non résolues de l'humanité. À quoi ressemblait l'Atlantide, selon ce qui a été écrit? Avec quelles autres civilisations aurait-elle pu être confondue? Selon certains historiens, si elle a vraiment existé, où ses vestiges pourraient-ils se trouver? Comment a-t-elle été liée au triangle des Bermudes? Qui étaient les spirites qui l'ont mentionnée dans leurs travaux et dans quel but? Pour répondre à ces questions et à d'autres, nous allons nous lancer dans cette aventure où nous explorerons les aspects les plus énigmatiques de l'Atlantide. Avant de commencer, je précise que le sujet est vaste. Nous avons donc décidé d'aborder, en quelque sorte, les points les plus importants, différentes théories, différentes questions qui ont été évoquées. Nous avons couvert un maximum et faire une vidéo de 5 heures sur l'Atlantide. Évidemment. Si vous aimez ces vidéos, écrivez « spéciaux » ci-dessous et nous continuerons ces émissions spéciales chaque dimanche. Si vous ne les avez pas vues, nous en avons plein déjà publiés sur cette chaîne. Si vous aimez la cryptozoologie et les mystères, parcourez la chaîne, de nombreuses émissions spéciales y sont déjà publiées. Et je vous invite aussi à suggérer l'émission spéciale que vous aimeriez voir. Nous lirons tous vos commentaires juste en dessous. Je veux aussi vous dire que nous avons activé les nouveaux abonnements pour la chaîne. Il n'y a désormais qu'un seul niveau et avec cet abonnement. Votre nom sera mentionné à la fin des vidéos pour vous remercier de soutenir la chaîne. Vous bénéficierez d'un accès anticipé aux vidéos, 24, 48 ou 72 heures, et d'une vidéo exclusive chaque mois. Je vous promets cela maintenant, et je ne sais pas si je pourrai le tenir, mais tout le reste, oui. Pour la vidéo exclusive, d'accord, on verra, mais sûrement oui, et c'est vraiment pas cher. L'adhésion symbolise le soutien à la chaîne et permet de continuer. Ces vidéos d'1 heure que peu de gens font sur YouTube, elles sont difficiles à trouver, et voilà. Je pense qu'on essaye d'y mettre beaucoup de qualité, beaucoup de recherche, et je crois que ça vous plaît, donc on aimerait continuer. Je ne vous retiens pas plus longtemps. Commençons. Platon affirme que Poséidon a fondé l'Atlantide, après être tombé amoureux de la mortelle Clito. Pour la protéger et garantir sa descendance, Poséidon entoura la colline où vivait Clito. Grâce à des canaux et des anneaux d'eau, il fit de l'île une forteresse belle et naturelle. Cette île fut le cœur de l'Atlantide, un lieu sacré et puissant. De l'union de Poséidon et Clito naquirent 10 enfants qui devinrent les premiers rois de l'Atlantide.
Poséidon divisa le royaume en 10 parties, accordant à chaque fils la domination d'une région, mais en maintenant la suprématie de l'aîné. Cette structure politique forma une confédération de royaumes unis monarchiques, marquée par une forte loyauté et hiérarchie. Chaque roi avait sa capitale et ses terres, mais ils se réunissaient en conseil pour décider des questions importantes de l'Atlantide. L'île entière était divisée en régions fertiles, en montagnes riches en minéraux et en grandes plaines. En même temps, l'Atlantide possède une architecture imposante et une technologie avancée. Pour son époque, les Atlantes construisirent des temples en marbre et en or, des systèmes hydrauliques permettant le contrôle des eaux et des ports capables d'accueillir de grandes flottes. Leurs champs étaient abondants et leur commerce s'étendait sur de vastes territoires, faisant d'eux une puissance sans égale. Leur faune était tout aussi remarquable, surtout avec de grands éléphants. Avec le temps, selon le récit, l'Atlantide sombra dans la corruption et la cupidité. Leurs rois et habitants oublièrent peu à peu les vertus transmises par Poséidon, recherchant domination et conquête plutôt qu'équilibre et justice. Cette décadence morale mena à des conflits internes et à des guerres avec d'autres nations. Les Atlantes voulurent conquérir l'Asie, la Libye et la Grèce. C'est alors que les Athéniens se sont levés contre eux. Avec courage et sagesse, ils repoussèrent l'invasion, non sans être les protagonistes d'un véritable bain de l'acide. Les dieux déçus décidèrent de punir les Atlantes, et ce châtiment se manifesta par un cataclysme qui engloutit l'Atlantide dans la mer. En un seul jour et une seule nuit de malheur, effaçant à jamais cette civilisation de la surface de la Terre. Cette histoire, bien que mythologique, établit un modèle symbolique qui a inspiré des interprétations sur le pouvoir, la corruption et le destin des sociétés humaines. L'Atlantide, royaume fondé par un dieu et dirigé par une confédération de rois, symbolise l'équilibre initial perdu avec la décadence. Un cycle que Platon utilise pour réfléchir à la politique et à l'éthique. De nombreux chercheurs modernes affirment que le récit de l'Atlantide suit la structure typique de l'enseignement platonicien. L'Atlantide, dans ce contexte, ne serait qu'un sombre miroir d'Athènes, une cité qui avait tout, mais qui est tombée pour avoir perdu sa voix. Cependant, si nous nous contentions de comprendre l'Atlantide comme une allégorie, la vidéo s'arrêterait ici, mais l'aventure ne fait que commencer. Il y a une phrase très utilisée par ceux qui étudient la nature. Ces hommes et ces femmes ne se lassent pas de répéter que la mer a de la mémoire. Il s'agit d'une mémoire qui ne s'exprime pas avec des mots, mais avec des ruines submergées, des langues mortes et des récits fragmentés qui survivent sous forme de mythes. Si l'on gratte la surface brillante du récit platonicien, on commence à sentir qu'au fond du mythe de l'Atlantide, il n'y a peut-être pas seulement de la philosophie, mais aussi le reflet diffus de quelque chose qui s'est réellement produit. Une tragédie ancestrale, ensevelie sous des siècles d'eau, de lave et d'oubli. En gros, certains pensent que même si l'Atlantide était un symbole, sa création pourrait être basée sur l'histoire d'une civilisation ayant connu un destin aussi terrible que celui des Atlantes. Et en effet, le monde antique a été rempli de catastrophes, certaines si gigantesques que leurs souvenirs semblent s'être incrustés dans l'acide désoxyribonucléique culturel de l'humanité. Ce n'est pas un hasard si la plupart des civilisations évoquent un grand déluge, d'une punition divine qui a tout détruit. Depuis l'épopée de Gilgamesh en Mésopotamie jusqu'à l'histoire de Noé dans la Bible, en passant par les récits de Manu en Inde ou les anciens mythes sur les lacs qui ont englouti des villages entiers. Le schéma est toujours le même. L'eau comme jugement, comme purification, comme début et fin. Au cœur de la mer Égée, endormi comme un géant silencieux, se cache peut-être le responsable d'une des plus grandes catastrophes humaines. L'éruption de Terra, aujourd'hui connue sous le nom de Santorin, était une île en forme d'anneau, une caldeira volcanique entourée d'eau. Là-bas, il y a environ 3600 ans, ce que tous redoutaient s'est produit. Le volcan a explosé, secouant la terre et couvrant tout de cendres. Ce n'était pas une éruption ordinaire, c'était l'une des plus violentes de l'histoire géologique. L'explosion a désintégré une grande partie de l'île, a provoqué un tsunami de plusieurs mètres de haut qui a dévasté les côtes de la crête et a assombri le ciel pendant des semaines. Toutes ces conséquences, comme on a pu le reconstituer plus tard, ont été observées depuis différents endroits de la carte. Ainsi, les effets ont été mondiaux. L'atmosphère a changé et les récoltes, sur des kilomètres et des kilomètres à la ronde, ont été affectées.
Les animaux qui dépendaient des cultures ont succombé, tout comme des familles entières. La faible visibilité a causé la perte et la disparition de plusieurs bateaux. Les villes côtières ont été inondées et toute une civilisation, la civilisation minoenne, a commencé son lent effondrement. Déplacement d'air. Les Minoens étaient tout ce que Platon décrivait dans son Atlantide. Raffinés, commerçants, ingénieurs, et ils avaient un contact très profond avec les courants marins. Ils possédaient des palais complexes comme Knossos, un art coloré et dynamique, des systèmes de canalisation avancés et une économie maritime. Ils n'étaient pas des conquérants brutaux, mais une culture qui prospérait dans l'équilibre. Du moins, jusqu'à ce que le volcan décide de mettre fin à la dynastie. L'idée que le mythe de l'Atlantide soit une version déformée de la chute de la civilisation minoenne s'est imposée chez les archéologues et historiens. Peut-être que Platon ou ses sources égyptiennes ont entendu de lointains échos de la destruction d'un empire insulaire disparu sous le feu et la mer. Peut-être que ce qui lui est parvenu n'était qu'une légende, une rumeur reconstruite à partir de fragments culturels ayant survécu aux marges de l'histoire. Mais il y a un problème. Théra se trouve en Méditerranée et l'Atlantide, selon Platon, était au-delà des colonnes d'Hercule, c'est-à-dire en dehors du monde connu des Grecs. Dans l'Atlantique, là où la mer s'ouvrait vers l'infini. S'agissait-il d'une erreur de traduction, d'une fusion géographique, ou bien y a-t-il eu plusieurs civilisations qui se sont effondrées et dont les histoires se sont mélangées? La seconde grande anomalie concerne le temps. Platon situe la chute de l'Atlantide dans un passé lointain, 9000 ans avant Solon, ce qui la placerait, selon nos calculs, aux alentours de 9600 avant Jésus-Christ, une date inimaginable pour une telle civilisation. À cette époque, l'humanité sortait à peine de l'ère glaciaire et il n'existait ni écriture, ni ville, ni métaux. Anciens chasseurs-cueilleurs, nous vivions dans des grottes ou huttes d'argile, laissant notre trace par des peintures. Cependant, il est également juste de rappeler que des fissures apparaissent souvent dans la chronologie officielle. Des sites comme Göbekli Tepe, en Turquie, ont démontré que nos idées sur le début de la civilisation pourraient être erronées. Là-bas, sur une colline oubliée pendant des millénaires, s'élèvent des structures mégalithiques qui défient toute connaissance. Des structures qui suscitent encore des débats sur qui les a construites et pourquoi. Il existe aussi des ruines submergées de villes telles que Pablo-Pétri, près des côtes grecques, considérées parmi les plus anciennes connues, ou les anciennes structures de Yonaguni, au Japon, que certains attribuent à une civilisation submergée par des changements géologiques. Et s'il y avait eu des civilisations antérieures à ce que nous connaissons, et si le récit de Platon n'était pas aussi erroné qu'il n'y paraît? Le problème est que l'histoire se fonde sur des preuves, non des hypothèses. Or, aucune trace de l'Atlantide n'a été trouvée. Aucune ruine submergée, inscription, colonne, temple de Poséidon ou tablette de noms de rois n'existe. Il n'y a que des coïncidences plus que frappantes, mais des coïncidences tout de même. Pourtant, pour beaucoup de chercheurs, un événement s'est produit. Peut-être pas avec l'ampleur littéraire de l'Atlantide, mais assez de poids pour marquer la mémoire et la culture humaine. Tout cela peut-il alors être dû à une ou plusieurs catastrophes anciennes qui ont effacé des peuples entiers et dont l'histoire s'est déformée en passant de bouche à oreille et de siècle en siècle? Dans cette même optique, certains désignent un événement en particulier comme le déclencheur de tous les cataclysmes. La glaciation de Würm, la dernière grande ère glaciaire qui a dominé une partie de l'hémisphère nord pendant des dizaines de milliers d'années, s'est terminée il y a environ 11 700 ans. Cette période a marqué l'une des transitions climatiques les plus abruptes et significatives de l'histoire récente de la Terre. La théorie associant l'engloutissement de l'Atlantide à cet événement climatique avance que la fonte des glaces, libérant beaucoup d'eau douce, aurait entraîné des bouleversements géologiques et climatiques à l'origine de la disparition d'une vaste terre, donnant naissance à la légende de l'Atlantide. Selon cette hypothèse, l'Atlantide aurait été une île ou même un continent situé dans l'Atlantique, dont l'existence aurait été menacée par l'élévation rapide du niveau de la mer, provoquée par la fonte des énormes calottes glaciaires qui recouvraient la planète. La fonte massive a non seulement élevé le niveau des océans, mais aussi causé d'énormes tsunamis, des affaissements du sol et des mouvements tectoniques rapides.
Les effets de ce cataclysme climatique ont pu être si dévastateurs qu'ils ont inondé de vastes zones côtières et submergé des établissements humains, effaçant ainsi les preuves physiques. La simultanéité de la fin de la glaciation de Würm et de la disparition supposée de l'Atlantide renforce la plausibilité qu'un tel événement naturel ait inspiré le mythe. Cette approche, en se basant sur des données paléoclimatiques et géologiques, relie le mythe de l'Atlantide aux processus naturels qui ont façonné la Terre, nous rappelant que l'histoire de l'humanité est intimement liée à la dynamique de notre planète et qu'à tout moment, l'équilibre peut être rompu de façon inattendue. D'une manière ou d'une autre, l'idée d'une immense civilisation ne s'est pas arrêtée à ces inconnus. Le temps a passé et son impact, loin de diminuer, n'a fait que s'accentuer, allant même jusqu'à tenter les nazis eux-mêmes. Là. Au fil des siècles, le nom Atlantide a survécu comme une étincelle sur le point de s'éteindre, mais toujours ardente. Et comme tout feu presque condamné, il ne lui fallait qu'un peu d'oxygène pour reprendre vie. Cet oxygène est arrivé avec la Renaissance. Lorsque l'Europe a commencé à redécouvrir les textes classiques, Platon a de nouveau circulé, et avec lui, le récit de l'Atlantide. Soudain, l'idée d'une civilisation ultra avancée et finalement anéantie est devenue une histoire attrayante, digne d'être explorée avec de plus en plus d'insistance. C'est au 19e siècle que le mythe a pris une nouvelle forme. Et cela grâce à un homme qui n'était ni philosophe ni historien, mais un homme politique et un écrivain amateur. Ignatius Donnelly était un membre du Congrès aux États-Unis, un populiste avec une vocation de prophète. En 1882, il publia un livre qui allait devenir la Bible moderne du mythe, Atlante Atlantis, le monde antédiluvien. Là, avec un mélange d'intuition, de sélection forcée de données archéologiques et une bonne dose de fantaisie, Donnelly affirma que l'Atlantide non seulement a existé, mais qu'elle fut la mère de toutes les civilisations anciennes connues. L'Égypte, la Sumer, la culture olmèque, la mythologie scandinave, même les écritures hindoues. Tout, disait Donnelly, trouvait son origine dans l'Atlantide. Ces arguments étaient fragiles, mais possédèrent une force supérieure à la logique, la capacité d'émerveiller. Dans une époque où le darwinisme retirait à l'humanité son rôle sacré, l'Atlantide semblait être une consolation, un récit qui nous ramenait au centre du monde. Mais Donnelly ne fut pas le seul. Son livre a inspiré une génération d'occultistes, de mystiques et d'archéologues autodidactes qui voyaient en l'Atlantide bien plus qu'un continent et l'ont prise comme un symbole de l'origine perdue de l'humanité. C'est dans ce terreau que l'Atlantide a commencé à se mêler à des idées raciales, religieuses et ésotériques. Elle a commencé à figurer dans des traités de théosophie, des séances de spiritisme, des romans d'aventure, des conférences pseudo-scientifiques et des pamphlets aujourd'hui dits conspirationnistes. Il s'agissait d'une véritable fièvre qui allait donner à toute cette affaire de nouvelles nuances et facettes qui survivraient jusqu'à aujourd'hui. C'est là, sur ce terrain fertile et glissant, que le mythe s'est déformé au gré des envies de chacun. L'Atlantide pouvait être ce que l'on voulait. C'était une sorte de vide que l'on pouvait remplir avec n'importe quel type de spéculation. Toutes sortes de théories gagnèrent du terrain. Il suffisait de quelques données de contexte, de quelques liens aussi ingénieux qu'aléatoires, et soudain, tout prenait des dimensions inattendues. L'un des cas les plus troublants fut celui du Troisième Reich. Heinrich Himmler, l'architecte de l'appareil occultiste nazi, était convaincu que les Aryens descendaient d'une ancienne race atlante. Selon lui, l'Atlantide était le berceau d'une humanité pure et avancée, détruite par contact avec des peuples inférieurs. Sur la base de cette mythologie déformée, il a organisé des expéditions au Tibet, dans les Andes et dans l'Arctique, à la recherche de preuves de cette prétendue race perdue. Le mythe, une fois de plus, se transformait en outil politique et en excuse idéologique, soutenu par une archéologie qui répondait davantage à des intuitions imaginées qu'à des études concrètes. Mais tout n'est pas resté entre les mains des totalitarismes. Comme nous l'avons bien dit, l'ésotérisme a trouvé dans l'Atlantide une manière très particulière d'exprimer ses idées. Et révélation interdite. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, le mythe de l'Atlantide est passé de l'histoire à d'autres doctrines, en pleine ascension. C'est alors que les archéologues ne furent plus les seuls à la rechercher. Les médiums, les mystiques, les prophètes et les autoproclamés illuminés s'y sont également mis. Et ce qu'ils ont trouvé, selon leur dire, ce n'était pas un continent perdu, mais un secret caché au plus profond de l'esprit humain.
Aucune figure ne fut plus décisive dans cette appropriation du mythe qu'Elena Petrovna Blavatsky, fondatrice de la Société théosophique, née en Russie en 1831. Blavatsky disait avoir voyagé en Égypte, au Tibet et en Inde et reçu des enseignements de maîtres ascensionnés. Des entités supérieures qui lui ont transmis des vérités occultes sur l'origine et la destinée de l'humanité. Dans ses œuvres majeures, Isis dévoilée et la doctrine secrète, elle a élaboré une cosmogonie où l'Atlantide tenait une place centrale. Selon Blavatsky, la quatrième race racine, disait-elle, fut celle des Atlantes. Un peuple doté d'un immense pouvoir spirituel et technologique, mais qui tomba victime de sa propre arrogance, de sa dégénérescence morale et de l'abus des énergies occultes. Pour cette femme, l'Atlantide était une histoire secrète, non un mythe. L'Atlantide, dans sa vision, n'avait pas seulement existé, elle avait été le champ de bataille de forces cosmiques, de conflits entre le divin et le démoniaque. Ses habitants, mi-dieux, mi-humains, étaient magiciens, scientifiques ou guerriers. Certains employaient leurs dons pour le bien, d'autres pour dominer ou détruire. Selon ces textes, le cataclysme de la civilisation n'avait pas été seulement naturel, mais aussi karmique. Les Atlantes avaient mal utilisé leur pouvoir psychique et avaient été victimes d'un nettoyage cosmique qui avait été nécessaire pour rétablir l'équilibre. Ces idées ont profondément influencé des figures comme Annie Besant et Rudolf Steiner, qui ont développé leur propre version de la théosophie et de l'ésotérisme occidental. Steiner, fondateur de l'anthroposophie, affirmait que les Atlantes étaient des télépathes, qui ne parlaient mais pas avec des mots, mais avec des images mentales, et que la matière de leur monde n'était pas aussi dense qu'aujourd'hui. Ces visions ésotériques ont fait de l'Atlantide un symbole de ce que nous avons perdu en devenant des êtres rationnels. Ainsi, l'âge d'or n'était pas en retard technologiquement, mais spirituellement. Les Atlantes auraient manipulé des énergies subtiles, des vibrations, des champs mentaux et magnétiques, et des portails plutôt que des machines. Tombés, non pas par ambition politique, mais par déconnexion avec le divin. Cette narration s'est mêlée à des idées raciales extrêmement dangereuses. Blavatsky et ses disciples croyaient que certaines races modernes descendaient directement des Atlantes, tandis que d'autres étaient des vestiges dégénérés. Cette pseudo-spiritualité dissimulait des hiérarchies racistes, déguisées en évolution métaphysique. Comme vu au chapitre précédent, ces idées furent reprises par des idéologues nazis qui utilisèrent le mythe pour justifier leur délire suprémaciste. Mais l'occultisme ne s'est pas arrêté. Dans la première moitié du XXe siècle, une figure encore plus particulière fit son apparition. Edgar Cayce, le prophète dormant de Virginie Cayce. Il entrait en transe hypnotique pour canaliser des informations sur des vies antérieures et les archives akashiques, une bibliothèque cosmique qui contient tout ce qui a été, est et sera. Selon ses visions, l'Atlantide était une civilisation avancée située dans l'Atlantique, près de ce qui est aujourd'hui les Bahamas. Il décrivait des temples de cristal, de l'énergie propre, des machines volantes et une médecine alternative. Cayce affirmait que beaucoup de ses contemporains étaient des réincarnations d'Atlante et qu'un peu avant l'an 2000, une partie de cette civilisation émergerait du fond de l'océan. Une de ses annonces les plus connues prédisait la découverte de structures sous-marines près de Bimini, Bahamas. En 1960, on y a découvert des formations de pierre appelées « routes de Bimini ». Pour ses partisans, cela prouvait la réalité de ces visions. Mais là, la science demeurait sceptique. Les études géologiques montraient des formations naturelles, non artificielles. Il convient de préciser que ces études ont également reçu de nombreuses critiques, si bien, une fois de plus, l'incertitude demeure le seul consensus définitif. Aujourd'hui, ces idées résonnent encore. Nouvel âge, théorie des vies antérieures, chaînes spirituelles sur les réseaux sociaux. Tous évoquent l'Atlantide comme une origine lumineuse et tragique, un passé glorieux qu'il faudrait se remémorer pour activer notre acide désoxyribonucléique spirituel, éveiller la conscience planétaire ou guérir les traumatismes du naufrage. L'Atlantide représente pour ses courants non un lieu, mais l'avatar de l'être que nous redeviendrions en dépassant cette transition. Un traumatisme ancestral qui nous marque toujours. Et tandis que des archéologues explorèrent les fonds marins avec des sonars et que des géologues analysèrent des pierres dans les Caraïbes, d'autres ont commencé à chercher l'Atlantide, dans les rêves, dans les transes et dans les murmures d'entités invisibles.
Peut-être que le plus intéressant dans tout cela n'est pas de savoir si l'Atlantide a existé ou non, mais de voir comment un mythe peut autant muter, adopter tant de formes, s'adapter à tant d'agendas, survivre à des siècles de changements culturels et pourtant continuer à sembler pertinent. Sans aller plus loin, l'Atlantide finirait par être liée au mythique triangle des Bermudes. Et au passage, je vous informe que nous avons déjà fait une vidéo sur le triangle des Bermudes sur cette chaîne. Donc si ça vous intéresse, cherchez-la, elle doit encore traîner quelque part. Sous-titré par Jean Nécoël, sous-titré Jean Nécoël. Au cours du XXe siècle, peu de figures ont été aussi influentes dans la popularisation et l'alimentation du mystère de l'Atlantide que Charles Berlitz. Il est important, en ce moment, que si vous voulez en savoir plus sur ce personnage particulier, vous regardiez la vidéo que nous avons faite sur Roswell et sur le triangle des Bermudes. En reliant les points, vous allez pouvoir voir comment ce personnage semble apparaître sans cesse dans la formation de tous ces sujets qui nous passionnent aujourd'hui. En 1974, Berlitz a publié Le mystère de l'Atlantide, un livre qui combinait des récits d'expéditions, des témoignages, des cartes anciennes et des théories audacieuses pour soutenir que l'Atlantide a réellement existé, située à plusieurs endroits de l'océan Atlantique, des Açores aux Bahamas et même jusqu'en Amérique latine. Pour Berlitz, l'Atlantide était une civilisation avancée dotée de technologies inconnues aujourd'hui. Selon lui, ses habitants maîtrisaient l'énergie libre et les machines volantes, capacité perdue lors de la catastrophe ayant englouti l'île. Cette idée résonnait profondément auprès d'un public avide de trouver des explications alternatives aux progrès humains et aux mystères des civilisations anciennes. Charles Berlitz s'est surtout illustré en liant le mystère de l'Atlantide à celui du triangle des Bermudes. Il a suggéré que les disparitions inexpliquées de navires et avions dans cette zone pourraient être dues à des vestiges ou énergies de l'Atlantide, et même à des technologies oubliées qui fonctionneraient encore sous l'eau. Par accident, Berlitz, loin d'être un chercheur académique traditionnel, a adopté un style narratif accessible et captivant, mêlant science, spéculation et légende. Cela lui a valu autant de fervents admirateurs que de critiques de la communauté scientifique, qu'il a accusé de manquer de rigueur et de promouvoir la pseudoscience. Malgré les controverses, Berlitz a transformé l'Atlantide d'un récit philosophique en un phénomène culturel de masse. Ses livres, traduits en plusieurs langues et vendus mondialement, ont influencé des émissions, des documentaires et le tourisme, dans des régions telles que les Bahamas et les Açores. Cependant, ces théories étaient aussi un reflet évident de l'essor de la culture New Age et de la quête de l'occulte durant la seconde moitié du XXe siècle. Berlitz a su tirer profit de l'esprit de l'époque où la fascination pour le paranormal, l'inexplicable et l'ésotérique atteignait son apogée. Malgré le manque de preuves et les démentis d'experts, l'héritage de Charles Berlitz continue d'influencer la perception actuelle de l'Atlantide. On peut dire quelque chose de semblable pour un autre Charles. Nous parlons de Charles Hapgood, un homme dont les idées ont attiré l'attention de beaucoup de personnes. Charles Hapgood, historien et géologue américain du XXe siècle, est une figure fondamentale pour comprendre une ligne particulière de pensée sur l'Atlantide. Une ligne qui mélange la géologie, l'archéologie alternative et des théories peu conventionnelles sur l'histoire de la Terre. Hapgood a acquis une notoriété principalement grâce à son hypothèse du déplacement de la croûte terrestre, ou Earth Crust Displacement. Selon cette idée, la couche superficielle de la Terre, la croûte, se déplacerait de manière significative en relativement peu de temps, déplaçant des continents entiers et changeant radicalement la géographie de la planète. Cette théorie, soutenue par certains scientifiques et explorateurs, n'a cependant pas été largement acceptée. Elle a même attiré l'attention d'Albert Einstein, qui a écrit une préface à l'un de ses livres. L'hypothèse du changement polaire cataclysmique est une affirmation pseudo-scientifique selon laquelle il y aurait eu des changements récents et rapides sur le plan géologique de l'axe de rotation de la Terre. Des changements ayant causé rapidement des calamités comme inondations et événements tectoniques. Pour Hapgood, ce phénomène expliquerait la disparition soudaine de civilisations anciennes et la présence de vestiges archéologiques inexplicables dans des lieux aujourd'hui jugés impossibles. Ici, l'Atlantide n'est pas qu'un mythe, mais le vestige d'un continent jadis situé ailleurs, et qui a été déplacé ou détruit par ces changements catastrophiques de la croûte terrestre. Dans ses œuvres majeures, comme Earth's Shifting Crust,
Hapgood a proposé que l'Atlantide ait pu être un continent de l'Atlantique dont les restes seraient dispersés et submergés par ses déplacements. Il a aussi utilisé cette théorie pour expliquer comment des civilisations avancées, comme l'égyptienne ou la mésoaméricaine, auraient hérité le savoir de peuples disparus. L'Atlantide a-t-elle servi de lien entre différentes civilisations? S'agit-il aujourd'hui d'un puzzle dispersé à travers le globe? Bien que la communauté scientifique moderne considère que le déplacement rapide de la croûte terrestre, tel que proposé par Hapgood, manque de fondements solides et contredit la tectonique des plaques. Son travail a stimulé un débat important sur la possibilité d'événements géologiques soudains qui auraient affecté l'histoire humaine. Tout aussi intéressante est l'idée, soutenue par beaucoup, que l'Atlantide aurait peut-être continué à apparaître sous nos yeux, mais sous la forme d'îles. Fantômes. Et les mystérieuses? Au fil de l'histoire, l'océan a été une page blanche sur laquelle d'innombrables mythes ont été dessinés à propos de terres cachées, d'îles qui apparaissent et disparaissent, et de mondes secrets qui défient la géographie connue. Dans cette mosaïque de légendes, l'Atlantide n'est pas seule. Elle partage son mystère avec des récits d'îles fantômes qui ont intrigué les navigateurs, les cartographes et les explorateurs pendant des siècles. L'une des plus énigmatiques est l'île Antilla. L'île Antilla apparaît sur d'anciennes cartes et dans des récits maritimes depuis le XVIe siècle. Décrite comme une île de grande taille située dans l'océan Atlantique, Antilla était indiquée sur les cartes nautiques espagnoles et portugaises comme un point de repère pour les routes transatlantiques. Cependant, à mesure que l'exploration progressait et que la cartographie devenait plus précise, l'île commença à disparaître des cartes comme si elle n'avait jamais existé. Le phénomène des îles fantômes n'est pas unique. Mais l'Antilla se distingue parce que sa disparition a eu lieu dans la même région où les anciens situaient l'Atlantide, au-delà des colonnes de Hercule entre Europe, Afrique et Amérique. Plusieurs historiens et spécialistes du mystère ont suggéré que l'Antilla pourrait être une réminiscence ou une confusion avec le mythe de l'Atlantide. Peut-être dans les récits oraux et écrits, le souvenir d'une grande île disparue s'est transformé en l'idée d'îles qui émergent et sombres, impossibles, qui gardent des secrets et des trésors. Mais l'histoire de l'île Antilla a aussi une nuance plus concrète et déconcertante. Pendant des siècles, plusieurs navires et expéditions ont rapporté avoir aperçu des terres à des endroits où les cartes modernes n'indiquent aucune île. Des marins décrivent des côtes rocheuses, des montagnes et de la végétation, mais perdent toute trace en revenant ou en s'approchant. À une époque sans système de positionnement global ni satellite. Ces observations ont renforcé la croyance en des îles errantes apparaissant et disparaissant sous l'effet de phénomènes naturels, ou selon certains, pour d'autres raisons. Mystérieuse, cet phénomène se relie au mythe de l'Atlantide à plusieurs niveaux. Tout d'abord, parce que l'Atlantide elle-même a été décrite comme une île qui a disparu sous la mer. Ensuite, car l'idée de territoire qui émerge où s'enfonce évoque une planète dynamique, à la géographie fluide et non fixe. À des époques plus récentes, des explorateurs et des scientifiques ont tenté de trouver une explication naturelle à ces îles fantômes. Des mirages marins, des dépôts temporaires de sédiments ou des éruptions volcaniques sous-marines formant des terres éphémères ont été suggérés. Aucune explication définitive n'a résolu le mystère. Ainsi, tandis que la science progresse et que la carte du monde se complète avec une précision millimétrique, les histoires d'îles perdues et de l'Atlantide continuent de voguer dans l'imagination, nous rappelant qu'au-delà du visible, l'océan garde encore ses secrets. Mais laissons de côté ces îles fantômes et concentrons-nous sur quelque chose de plus concret. Parlons de ces personnes qui se consacrent à chasser les bruits, ruines submergées. Dans l'histoire de l'Atlantide, chaque expédition, chaque pierre submergée, chaque image satellite montrant quelque chose de trop symétrique ne résout pas l'énigme, elle l'agrandit. Dès le XXe siècle, l'occultisme bâtissait une Atlantide métaphysique, tandis que d'autres la cherchaient avec d'autres moyens. Alors que les visions et les transes étaient la pierre angulaire pour les croyants, les plus sceptiques se sont équipés de sonars, de cartes et de sous-marins. Bien que le silence ait duré des décennies, certains moments, lieux et découvertes ont semé le doute, même chez les plus rationnels. En 2001, une entreprise canadienne, Advanced Digital Communications, a signalé avoir détecté au sonar ce qui semblait être des structures régulières à 600 mètres de profondeur au large des côtes de Cuba. Il s'agissait de prétendus murs, pyramides et formes géométriques.
La découverte a été couverte par les médias internationaux et a généré une tempête d'hypothèses, mais jusqu'à aucune exploration complète du site n'a encore eu lieu. Les images sont rares, les données sont confuses, et le gouvernement cubain est resté silencieux. En 2005, Marc-André Gaucher, géologue marin à l'Institut universitaire européen de la mer à Lausanne de France, a publié un article dans Geology analysant ce sujet. Espartel, houle submergée à l'ouest du détroit de Gibraltar, aurait été détruite il y a 12 000 ans par un séisme suivi d'un tsunami. Un autre des sites qui a suscité le plus de fascination fut la côte d'Andalousie en Espagne. Plus précisément dans les marais de Doñana, au sud de Cadix. En 2009, une équipe dirigée par le chercheur Richard Frodden a identifié, en utilisant la technologie télédétection par laser et l'analyse d'images satellites, une série de structures circulaires submergées dans la boue. Frodden a proposé une théorie provocatrice. Ces formations étaient les vestiges de l'Atlantide, ou plutôt d'une ville construite à son image. Après sa destruction par des survivants qui sont arrivés dans le sud de l'Europe, la communauté scientifique a réagi avec froideur. Beaucoup de ces cercles étaient des salines romaines, d'autres de simples anomalies géologiques. Mais quelque chose persistait dans ces images. Les proportions, les lignes, l'idée d'une ville organisée en anneaux concentriques ressemblait trop aux descriptions de Platon pour être ignorée. La question n'est pas seulement de savoir s'il y a des ruines sous la mer, la vraie question est combien y en a-t-il ? D'après ce que nous commençons à découvrir grâce aux satellites, aux sonars et aux scans de profondeur, une grande partie de notre histoire se trouve sous l'eau. En 10 000 ans, le niveau de la mer a monté de 120 mètres. Des villes entières, si elles existaient près des côtes, comme la plupart des anciens établissements, seraient aujourd'hui irrémédiablement submergées. Des exemples tels que Dwarka en Inde, Pablo Petri en Grèce, Port-Royal en Jamaïque ou les structures près de Yonaguni au Japon montrent que la mer cache des secrets. Certains sont confirmés et d'autres restent débattus, mais tous ont quelque chose en commun. Ils nous rappellent que l'histoire humaine est plus fragile qu'on ne le pense et que nos preuves actuelles ne sont que la partie visible de l'iceberg. Il y a si peu de certitudes que certains iraient même jusqu'à parler de l'Atlantide, située en Amérique du Sud, l'Atlantide en Amérique du. Depuis des siècles, le Nouveau Monde est un terrain fertile pour les spéculations sur l'emplacement de l'Atlantide, au-delà de l'Atlantique traditionnel. De nombreux chercheurs, écrivains et passionnés ont suggéré que l'Atlantide aurait pu exister sur les terres que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Amérique. Ils relient la légende aux civilisations précolombiennes et aux récits indigènes. Comme nous l'avons déjà expliqué, certaines théories désignent la région de la péninsule du Yucatan et le bassin des Caraïbes comme l'épicentre, Atlante. On pense que des catastrophes naturelles, comme séismes et tsunamis, auraient englouti des terres entières, créant des mythes d'îles disparues. Le lien entre ces événements, la culture maya et ses connaissances astronomiques, ainsi que sa chute soudaine, alimente la spéculation sur un rapport possible avec les Atlantes. D'autre part, certains chercheurs ont suggéré que certaines cultures, comme les Incas, pourraient avoir hérité de connaissances provenant d'une civilisation plus ancienne et avancée. Les mythes andins sur le Tawantinsuyu, ou des terres perdues sous les eaux, rappellent la légende de l'Atlantide. De plus, la découverte de structures mégalithiques et d'alignements astronomiques dans des lieux comme Tiwanaku ou Pumapunku soulève des questions sur la possible continuité ou l'influence d'une culture mère. Un argument courant dans ces théories est la ressemblance des mythes indigènes concernant de grandes inondations et des catastrophes mondiales. Diverses ethnies américaines racontent dans leurs traditions l'existence de terres qui se sont englouties et l'arrivée de connaissances ou de compétences particulières de peuples qui ont disparu dans l'eau. Cette convergence de récits renforce l'idée d'un événement commun, interprété comme la fin de l'Atlantide. La communauté scientifique demeure sceptique face à cette hypothèse. Le manque de preuves archéologiques concluantes, l'absence de vestiges matériels incontestables et la nature fragmentaire des mythes rendent difficile la validation d'une connexion directe. De plus, les cultures précolombiennes ont des origines documentées et des développements propres qui ne nécessitent pas forcément l'intervention d'une civilisation extérieure. En 1999, le chercheur britannique Jim Allen a avancé l'une des théories les plus controversées sur la localisation possible de l'Atlantide. Non pas sous l'océan Atlantique, ni au large des côtes de l'Europe, mais au cœur de l'Amérique du Sud, sur l'altiplano bolivien, plus précisément dans la région de Pampaulagas, dans le département d'Oruro, une région sèche, élevée, aride et sans accès à la mer.
Pour beaucoup, une idée impossible, mais pour Allen, la clé du mystère. Son hypothèse vient d'une observation. Selon lui, la description par Platon de la plaine rectangulaire de l'Atlantide correspond à la forme de l'altiplano bolivien, un vaste plateau situé au sud du lac Popo. Le philosophe grec mentionnait une plaine parfaitement rectangulaire, de proportions énormes, délimitée par des montagnes au nord et au sud. Allen a trouvé dans cette région andine une similitude surprenante avec ses dimensions et cette disposition géographique. Au sommet de cette théorie, Allen relie sa découverte à une ancienne légende andine connue sous le nom de légende du Desaguadero, qui parle d'une ville qui a été punie par les dieux et submergée sous les eaux. Pour Allen, la coïncidence avec le récit platonicien dépasse la simple métaphore. C'est une preuve que le mythe grec trouve son origine dans une tradition précolombienne, transformée et transposée en Europe au fil des siècles. Le chercheur a aussi ajouté d'autres éléments pour appuyer sa thèse. D'une part, il a mentionné les résultats de l'expédition Akakor, réalisée sur le lac Titicaca, où l'on recherchait des traces d'une ville engloutie. Une recherche qui, bien que non concluante, a apporté de nouvelles couches au mystère andin. Allen a aussi remis en avant l'œuvre de l'archéologue autrichien controversé Arthur Poznanki, qui aurait donné aux ruines de Tiwanaku un âge de plus de 15 000 ans, bien avant ce qu'accepte l'archéologie officielle. Pour Allen, Tiwanaku ne faisait pas seulement partie de l'Atlantide, mais aurait aussi pu être l'un de ses derniers bastions après la catastrophe. Son hypothèse a attiré l'attention, la presse et la curiosité. Cependant, il n'a pas fallu longtemps avant que les spécialistes ne remettent en question ses arguments. L'archéologue bolivien Antonio Zagarnaga, entre autres, a vivement critiqué les interprétations d'Allen. Il a déclaré que les cercles de Pampaulaga sont des formations naturelles, pas des structures humaines. Le chercheur britannique mélange à tort des éléments de cultures et d'époques diverses sans rigueur, produisant un récit séduisant mais fragile. Critique. La théorie d'Allen continue de susciter des débats. Et si le récit de Platon ne concernait pas le monde méditerranéen, mais reflétait une histoire bien plus ancienne, transmise par des voyageurs, par des navigateurs oubliés ou par une forme de mémoire collective? Et si l'Atlantide était en fait la version grecque d'un royaume andin détruit par une catastrophe climatique comme la fonte après la glaciation de Würm, plutôt qu'un empire européen englouti? L'idée que les salars, lagunes et vents de l'altiplano puissent dissimuler les vestiges d'une civilisation très avancée est séduisante. Tragique, peut-être, le mystère ne s'engloutit pas dans la mer mais se dissout en hauteur, entre roches volcaniques et poussière. Ancestral d'un continent, ignoré puis redécouvert par les empires occidentaux comme l'Atlantide. En définitive, les théories qui situent l'Atlantide en Amérique soulignent l'universalité du mythe et sa capacité à s'adapter à différents contextes culturels et géographiques. Car en cherchant l'Atlantide, on ne trouve pas ce qu'on attend, mais on trouve toujours quelque chose. Souvent, une anomalie, un doute ou une faille dans le récit officiel. C'est pourquoi il est facile de comprendre son impact profond dans la culture populaire. L'Atlantide a quitté depuis longtemps les cercles académiques et philosophiques pour devenir une icône culturelle mondiale. Une source inépuisable d'inspiration qui a traversé les frontières du temps et des disciplines artistiques. De la littérature au cinéma, en musique ou jeux vidéo, son image a été sans cesse réinventée, s'adaptant aux peurs et désirs de chaque époque. Dans la littérature de l'Atlantide, on retrouve les pages d'auteurs comme Jules Verne et H.P. Lovecraft, qui l'ont transformé respectivement en un espace d'exploration scientifique et d'horreur cosmique. Verne, esprit aventurier et scientifique, voit l'Atlantide comme un monde de merveilles technologiques perdues, tandis que Lovecraft s'en sert pour illustrer l'insignifiance humaine face à des forces anciennes et occultes. Le cinéma l'a porté sur grand écran avec diverses interprétations, de l'Atlantide comme une utopie perdue à la vision dystopique d'une civilisation arrogante condamnée à disparaître. Des films comme Atlantide, L'Empire perdu de Disney ou d'autres productions sombres ont influencé la perception collective, mêlant fantaisie, science-fiction et mythologie. La musique a aussi rendu hommage à la légende, par des compositions évoquant la mélancolie et le mystère d'un monde englouti. Des groupes et des artistes ont utilisé l'Atlantide comme métaphore pour explorer des thèmes tels que la perte, l'espoir et la quête de sens. Dans les jeux vidéo, l'Atlantide apparaît comme décor d'aventures et d'énigmes, invitant les joueurs à explorer des ruines englouties, à découvrir des technologies ancestrales et à affronter des forces surnaturelles.
Cette survivance dans la culture populaire montre la fascination pour le passé et le besoin humain de se relier à plus grand, un mystère qui transcende l'histoire et la science. Ainsi, de cette manière, l'Atlantide continue de naviguer dans l'inconscient, nous rappelant que même si le temps l'a effacée des cartes, il ne pourra jamais la faire disparaître de notre boussole intérieure. Merci. L'Atlantide est plus qu'un lieu perdu. C'est un symbole ayant traversé époques, cultures et disciplines. Son histoire a été réinterprétée, déformée, réimaginée, mais jamais oubliée. En elle se rejoignent nos espoirs, peurs, doutes sur le progrès, nostalgie du paradis perdu et peur de répéter les erreurs passées. Alors que l'humanité traverse des crises mondiales, le mythe de l'Atlantide prend un sens particulier. C'est un appel à la responsabilité, à préserver notre planète et ce qui risque de disparaître avec le temps et l'indifférence. Peut-être ne trouverons-nous jamais l'Atlantide, mais cette quête nous offre quelque chose de plus précieux, la capacité de questionner et de réinventer notre destin. L'Atlantide reste, non comme une cité engloutie, mais tel un phare éternel éclairant l'horizon de l'inconnu, nous invitant à naviguer au-delà du visible, vers les mystères qui attendent encore d'être révélés. Aujourd'hui, de nouvelles théories suggèrent que l'Atlantide se trouve peut-être derrière les murs de l'Antarctique. Ou est-il probable que la théorie de la Terre creuse soit en réalité la description de quelqu'un qui a atteint les entrailles de la civilisation atlante? Comme on le voit, il est impossible de tout couvrir car de nouvelles possibilités apparaissent sans cesse. La fièvre de retrouver ce qui a été perdu n'est pas seulement un désir de découvrir des ruines, c'est une nostalgie d'une civilisation qui n'a peut-être jamais existé, mais que nous avons le sentiment qu'elle aurait dû exister. Parfois, cette nostalgie est plus forte que toute preuve. L'Atlantide, après tout, est une toile sur laquelle chaque génération peint sa peur de tomber, et peut-être sans le savoir. Est-ce cela qui la rend plus réelle que n'importe quelle ruine, peut-être au fond de nous? Nous voulons trouver l'Atlantide pour essayer de comprendre ce qui lui est arrivé et ainsi éviter notre prochaine grande extinction.